Coucou mes petites bébêtes émotives et bienvenue à ce 50e épisode de Petites Obsessions. Je suis Hélène et je suis accompagnée de mon co-animateur William. Bonjour à tous! Peux-tu croire, William, qu'on est déjà rendu au 50e épisode? Ça, c'est presque autant de jours que j'ai passé congestionné cet hiver. T'aimes ça vraiment pour montrer aux gens à quel point t'es malade dans la vie? Après ça, tu te demandes pourquoi on rit de toi tout le temps sur le fait que t'es toujours malade. Ben, je pense que c'est pour ça que j'écoute Stat religieusement, là. Hey, tu te donnes coup après coup toi-même, là. Ouais, beaucoup dans l'autodérision. Exact. Ben, c'est un peu thématique quand même aujourd'hui, Ouais. parler d'autodérision. Parce que moi, je vais vous parler tel que j'ai teasé dans le dernier épisode. Je vais vous parler du rire. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'on rit dans la vie? Hein? Donc, bon, l'autodérision, ça en fait un peu partie. Ouais. Et sinon, ben, comme on dit, vaut mieux en rire qu'en pleurer parce que... Je vais parler de pleurer. Ah! Je pensais que t'allais continuer, c'est toi qui fais l'intro. Je vais parler de pleurer. Mais avant tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on lance le générique. Yes! Donc, aujourd'hui, Hélène, tel que j'ai dit en intro et dans le dernier épisode, en tout cas, j'ai dit plusieurs fois... Arrête de te répéter, là. OK, c'est correct. J'ai eu envie de te parler de mon sujet d'expérience de secondaire 3, fait que finalement, je me répète effectivement. C'est-à-dire le rire, parce que oui, déjà à 14 ans, je passais mon temps à écrire des textes de vulgarisation et ce, sans que ce soit obligatoire. J'adore ça. T'étais tellement nerd. Ouais, puis c'est pas pour me vanter, là, mais les profs m'ont dit qu'on était les premiers à choisir ce sujet-là à mon école. Puis après ça, les 2 années d'après, il y a d'autres gens qui l'ont repris. Fait que j'étais un petit influenceur chez les nerds de Berthierville. Suivant ce rire, ben parlons du rire, chose qu'on fait tous les jours, du moins je vous le souhaite. Mais pourquoi est-ce que les humains rient au juste et quels sont les bénéfices pour le corps Oui. de tout ça, hein, surtout? Ouais, parce qu'on dit qu'il faut rire 20 minutes par jour, là, Oui. apparemment. On va Je sais toucher pas un si peu à c'est marketing ou... Ben, c'est comme le sport, hein? Tu sais, tout le monde a chacun son chiffre, mais Ouais, c'est c'est important de rire définitivement. Et ben, on va démystifier tout ça aujourd'hui et par le fait même essayer de faire ça de manière rigolote parce que ce serait bien le bout de parler de ça sur un ton super triste et monotone. Ouais, fait que les 20 premières minutes, vous allez rire, puis les 20 dernières, vous allez pleurer avec moi. C'est ça, donc la tristesse et les larmes. Non. Vous allez rire dans ma partie aussi, vous inquiétez Ok, pas. parfait. Donc, qu'est-ce qui explique le fait qu'on rit? Je vous avertis en commençant en vous disant que c'est une question qui touche à l'évolution et à la psychologie. Fait qu'il y a énormément de théories Mhm. sur le rire et sur l'humour, mais je pourrais pas vous dire sûr à 100% qu'est-ce qui cause tout ça parce que, ben, on est des bébites compliqués, hein, les humains. Et mon Dieu, mais en... Je vais tout de même tenter aujourd'hui de vous résumer tout ça et que vous sortiez d'ici en vous sentant un peu plus intelligent. Parfait, on aime ça de même. La première théorie veut que le rire soit apparu comme une façon de libérer le stress. Ouais. Imagine qu'on est des chasseurs-cueilleurs, fait qu'on recule vraiment beaucoup, même avant ça, on est des hommes de Cro-Magnon, Mhm. littéralement. T'es en train de dormir à la belle étoile. Ouais. Tout à coup, t'es réveillé par un bruit dans les buissons. T'as le stress qui monte dans le tapis parce que t'es convaincu qu'il y a un dent de sable qui s'en vient pour te défoncer la carotide. Classique samedi soir pour moi, là. Ben, Je peux Bon. 100% relate. exact, mais tu cries, hein, veux pas Oui. dans cette situation-là, puis tu te prépares à te battre. Ouais. Sauf que finalement, tu te rends compte que c'est un petit lapin occupé à manger des framboises. Oh. Fait Fait que là, tu peux-tu l'adopter? Là, tu fais de la zoothérapie. on n'est pas encore rendu là à adopter des animaux dans l'histoire. Mais non, ta C'est réaction pour toi qui avais initiale... des mammouths domestiques, là. Oh là là, ça va être long aujourd'hui! Donc, ta réaction initiale, c'est la bonne, hein? C'est-à-dire, on parle d'instinct de survie, mais tu peux descendre d'un cran, finalement, quand c'est le petit lapin. Ouais. Et surtout du fait qu'on n'est pas dans Monty Python, fait que les pauvres lapins, ils sont pas dangereux. En tout cas, référence que tu ne connaîtras pas, mais je voulais la faire. correct. Je commence à être habituée, je te dirais. Fait que là, ta réaction physique à ce moment-là, Ouais. une fois que tu t'es rendu compte qu'il y avait un lapin, ben, ça va être de souffler un bon coup, hein, Ouais. premièrement. Mais ça pourrait aussi être de te mettre à rire. Tu sais, Ouais, des fois, dans une parce que tu situation ris de comme toi, hey, tu c'est dis, ridicule. je suis donc Pfiou. bien niaiseuse d'avoir pensé Ben, que... tu fais les deux un peu. Tu Ouais. souffles et tu te mets à rire. Ouais. Puis c'est de là que ça viendrait, le rire en soi, parce que ça viendrait rééquilibrer ton niveau de cortisol dans ton corps. Fait que Et- les premiers shows d'humour, c'était des pranks
de Cro-Magnon, dans le fond? Il n'y avait pas de show d'humour à l'époque. On a évolué. Il faut y aller une étape à la fois, Hélène. Là. Suivez-moi. Ok. Cette théorie expliquerait aussi pourquoi est-ce qu'on rit quand on se fait chatouiller, d'ailleurs. OK? Parce que le corps reçoit l'autre personne comme un attaquant. Ouais, c'est une menace. Ouais, mais il se rend compte que finalement, c'est du jeu. Fait que ton corps se relaxe, puis il va rire. Ouais. Puis ce serait potentiellement aussi pour ça que les zones les plus chatouilleuses, ce sont les points du corps les plus vulnérables, le cou, les aisselles, etc. Puis que ton Ok, réflexe, c'est oui. desserrer. Ton corps serait comme un peu en mode défensif, malgré tout, pour genre, hey, faut que je me protège de tout ça. En tout cas, c'est une théorie. Ça veut pas dire que. Ben, théorie quand même très plausible. Oui, c'est plausible, mais je voulais quand même rappeler que c'est une théorie. Et là, j'ai parlé de stress, mais ça s'appliquerait aussi à la colère et à la tristesse. Parce que rien de tel qu'une bonne petite blague pour soulager l'atmosphère, tu sais, calmer les esprits, peu importe Mhm. l'émotion trop présente dans ton corps. Donc, le rire, c'est vraiment une façon de faire calm down ton corps. Mhm. Mais comment le rire a cet effet sur notre corps? Eh bien, déjà par la respiration. Tout bon prof de yoga va te dire que la clé pour relaxer ton corps passe par une bonne grande inspiration, Mhm. mais surtout une expiration. Ouais, puis en plus, ben, il y a de plus en plus de cours ou thérapies de yoga du rire, là, de ce que j'ai vu, là. Oui, bien ça, je vais y revenir là, dans quelques minutes, là, très très Parfait. rapidement. Mais une chose à la fois, c'est de savoir pourquoi qu'on ferait des cours de yoga du rire. Là. Oui. Premièrement, parce que ça n'a pas de sens. Fait que, qu'est-ce que le corps va faire? Ben, c'est surtout une expiration. Puis, ben, qu'est-ce que le rire autre qu'une expiration saccadée? Hein? Donc, Effectivement, ton ouais. corps se force à respirer Une d'une certaine respiration façon. très bruyante, là, aussi, là. Ça aussi, on va y Souvent. revenir une étape à la fois. Mais tout ça pour dire que ben, le rire, ça va activer une respiration rapide, menant aussi par le fait même à une augmentation des battements du cœur. Puis ça, ben, c'est comme ça va faire un pic pour pouvoir mieux redescendre par Mhm. la suite. Puis ben, ça va aussi faire par le fait même que tu vas avoir une meilleure circulation sanguine. Fait que pour Ok. ça aussi, c'est bénéfique pour le corps de rire parce que ton Parce corps que va. comme tu t'oxygènes Ouais, plus. exactement. Ok. Parce que souvent, en période de stress aussi, tu respires pas, tu sais, tu te retiens. Ouais, t'es Tandis très que là, tendu et tout. c'est ça. Ah. Puis ben justement, ça détend les muscles Ouais. de rire aussi. Ça a vraiment énormément de bienfaits. Et en plus de ça, ben, ça va libérer de l'endorphine dans ton Ouais. cerveau, diminuer toutes les sortes de tensions psychologiques et physiques. Donc, c'est vraiment bénéfique. Puis, ben, c'est pas surprenant dans ce cas-là que justement, il y a des cours de yoga du rire ou encore qu'il y a des médecins clowns parce que ça a vraiment Oui. des effets super bénéfiques pour le corps de rire. Puis, ben oui, voilà. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Puis pour les gens qui se disent comme quoi qui parlent avec leur yoga du rire, puis que vous avez jamais regardé de vidéo du genre, dites-vous que ben oui, c'est des gens qui ont un peu l'air en psychose ou dans une secte, là, vraiment en rond en train de faire des rires forcés. Ouais. Mais apparemment, même les rires forcés auraient un effet positif sur le Ah, je corps. suis sûre. Puis selon une méta-analyse de ce genre d'activité chez les personnes âgées, ben, ça a montré des bienfaits autant au niveau de pression artérielle, au niveau de cortisol, la quantité de sommeil, puis même aussi au niveau de l'humeur ou le sentiment de solitude, de dépression, Mhm. etc. Ça a vraiment un impact super positif. Le rire est contagieux, hein. Fait que Oui. ça doit clairement aider à créer un lien social. Cet épisode-là, ça n'a rien, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Ben, c'est parce que je parle de pleurer, puis il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Bon, là, je t'ai parlé de réactions physiologiques au Ouais. stress, puis des bienfaits pour le corps, mais je ne peux pas passer outre le fait qu'il y a une dimension très sociale au fait de rire. Ben oui. Revenons rapidement à la situation où tu te fais réveiller tard la nuit par un petit lapin. Mhm. Dans ton état de panique initial, t'as peut-être réveillé d'autres personnes, hein, tu sais, en criant genre « Ah, il y a un dent de sable », puis finalement, t'as l'air cave. T'es sûr qu'ils l'ont crié de même, les hommes de Cro-Magnon, ou c'était plus comme ah? Je sais, ben effectivement, peut-être qu'ils communiquaient pas adéquatement parce que faut communiquer qu'au final, il n'y en a pas de danger. Puis Ouais. quoi de mieux qu'un bruit très fort que tu fais avec ta bouche par Ouais. réflexe? Donc, le rire, selon certaines théories, serait l'inverse du cri. Autant le cri est une façon d'avertir d'un danger, le rire aurait originalement été une façon de dire aux autres que finalement, il n'y avait pas de danger. OK. Donc, c'est pour ça que oui, il y a la partie respiration, tout ça, mais la partie bruyante, ça aurait été potentiellement pour avertir les gens Mhm. qu'il n'y a pas de danger. Ça pourrait entre autres être pour ça aussi qu'on rit quand quelqu'un se pète la gueule. Parce que d'un point de vue tellement méchant. animalier, ben, c'est une façon de communiquer aux autres que Carole est pas morte finalement, elle a juste glissé puis elle a eu l'air conne. Pauvre Carole. Mais non, mais tu sais, c'est vrai, Ouais, c'est ouais. une façon Je de comprends ce que dire tu veux dire. hey, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de stress à avoir puis de panique. Puis là, j'ai parlé de danger externe à l'humain,
Mais le rire aurait aussi pu évoluer comme une façon de communiquer aux autres qu'on ne se sent pas en danger lorsqu'on est en leur présence. OK, oui. Un groupe de gens qui rigoleraient ensemble se montrerait donc qu'ils sont en sécurité Ouais. l'un envers l'autre, parce que justement, si ton corps, le réflexe était ben, je ris pour montrer qu'il n'y a pas de danger à l'externe, ben, si je ris avec toi, c'est signe que j'ai pas l'impression que tu vas me donner un coup dans la carotide, puis moi non plus. Tu sais, c'est ça, ça montre vraiment qu'ils sont en sécurité, augmentant d'autant plus la dynamique sociale. Pas surprenant aussi que ça allait évoluer de nos jours à ce que des communautés se soient construites autour de choses qu'ils trouvent drôles. Parce que, tu sais, moi, pas sûr j'ai envie de faire confiance à quelqu'un qui a jamais eu de plaisir en écoutant un épisode de Bob l'éponge quand il était jeune. Tu sais. Fait que moi, c'est un aspect. Psychopathe, ça. C'est un aspect pour gager si on peut être amis ou pas. Puis si je peux OK. être en sécurité. J'aime pour ça, moi. tes critères. Ouais. Sinon, preuve supplémentaire qu'il y a un aspect social au rire, selon une étude, on serait 30 fois plus porté à rire lorsqu'on est dans un groupe que lorsqu'on est seul. 30 Oui, fois. mais encore une fois, le rire est contagieux. Oui, mais 30 fois, c'est quand même assez majeur. Ouais. Puis bon, déjà, c'est assez logique parce que, oui, même si je suis mon meilleur public, ce serait super weird que je ris tout seul devant le miroir à gorge déployée à tous les jours. Là. Ben, t'as une drôle de face, Will. Fait que... Oui, mais c'est ça. Puis tu sais, tu peux le remarquer en écoutant une comédie. Par exemple, si tu l'écoutes seul versus avec des amis, tu vas rire beaucoup plus. Ou au cinéma, ou... Ouais. Exactement. On est tous portés à rire plus si on l'écoute en groupe que seul. C'est pour ça d'ailleurs qu'on mettait des laugh tracks dans les anciennes sitcoms ou les anciennes comédies, des rires en canne. Ouais. Parce que ça joue un tour au cerveau qui va trouver la situation encore plus drôle. Mm-hmm. Ou simplement te faire croire que Friends c'est drôle, mais ça c'est une autre affaire. Shots fired de ma part. J'ai pas peur. Pas fin avec notre public. J'ai pas peur des conséquences. Puis, bien qu'il n'y a pas d'études prouvant que Friends, c'est pas vraiment drôle, pour vrai, il y a des études qui ont testé le fait de montrer des vidéos d'humoristes de qualité médiocre à des gens avec aucun rire de la part de la foule versus les mêmes vidéos, mais avec des rires ajoutés. Les personnes ayant vu la deuxième version ont donné une meilleure note à la performance de ces humoristes-là que ceux qui l'ont écouté m'étonne pas. sans la traque. Le cerveau, des fois, est un peu con, là, on va se le dire. Non, mais on est mais influencé. En même temps, mais c'est ça, c'est... Comme tu dis, là, c'est l'influence, là. C'est comme un effet... social. C'est pas placebo, là, le bon mot, là, mais... Non, mais un effet psychologique, tout simplement. Ouais. Puis d'ailleurs, plus les rires étaient spontanés dans la vidéo, plus la note était élevée. Ouais, ben quand tu le sens que c'est un rire trop forcé, t'embarques vraiment moins, là. Mais oui, parce que l'humain est capable, encore une fois prouvé scientifiquement, de différencier un bon rire franc et un rire forcé ou encore un rire en canne. Bien que cet énoncé puisse paraître encore une fois évident, ils ont fait des tests simples mais efficaces. Ils ont montré des vidéos de différentes personnes en train de rire ensemble à des personnes tests, puis on leur a demandé de classifier la relation qu'avaient ces deux personnes. Okay. Est-ce que c'était des amis, des connaissances, des inconnus? Puis la majorité des gens étaient capables de bien classifier les relations des gens selon les rires qu'ils avaient dans le vidéo. Ah ouais? Ouais. Fait que preuve supplémentaire que ça a vraiment un signe de connexion, le rire. Puis c'est sûr que quand tu ris avec ton meilleur ami, c'est toujours plus fort, c'est toujours plus quelque chose. Ouais. Fait que tu sais, ça se ressent. Donc c'est vraiment fascinant. Mais là, tout ça, ça l'explique encore une fois le rire au niveau évolutif, mais ça l'explique pas nécessairement pourquoi on trouve certaines choses drôles ou non. Et là, c'est là que ça se complique davantage parce que, encore une fois, on est des êtres complexes, puis il y a beaucoup de théories. Je vais parler de quelques-unes, mais je n'irai pas dans toutes celles qui existent. La première de ces théories, c'est la théorie de l'incongruité. Selon celle-ci, le rire survient lorsqu'il y a un écart entre ce à quoi on s'attend et ce qui se produit réellement. L'effet de surprise, là, exact. Grosso modo. Notre cerveau, c'est une machine à anticiper qui détecte des schémas et tente de prévoir ce qui va suivre. On revient ici encore une fois à l'histoire du lapin, mais racontée par Louis-José Hood sur une scène, par exemple. Tu t'attends qu'il y a un tigre, finalement, c'est autre chose qui vient et qui te surprend. Ouais, ben tu sais, je pense que nous, on est des très grands consommateurs d'humour. Toi, encore plus que moi. Puis en plus, tu as suivi des cours là-dessus, fait que tu connais quand même certains procédés d'écriture humoristique. Souvent, j'ai moins de surprises, donc je ris moins. C'est ça. Je remarque que souvent, moi, j'ai pas suivi ce cours-là, j'ai pas toutes ces connaissances-là, fait que je remarque que je ris parfois plus que toi, fait que des fois, je me dis, ben, je suis peut-être juste plus de bonne humeur tout le temps. Mais... Peut-être aussi. Il y a différentes raisons qui peuvent faire que tu vas rire plus. Non, mais c'est ça, mais je le sais, puis tu me le dis des fois que t'étais comme, je l'avais vu venir, cette gag-là, c'était... entre guillemets, des fois des gags un petit peu faciles ou de quoi. Puis même moi, de plus en plus que j'en consomme puis que tu m'en parles et tout,
je remarque ça aussi que je suis comme « Ah, OK, j'ai pas été surprise par cette blague-là, justement, parce que... » C'est ça, ben tu sais, c'est comme dans toute comédie, la première fois qu'un gag a été fait, mais c'était refait puis copié dans d'autres films. C'est plus aussi Exact. drôle quand tu le revois, tu sais. C'est comme, Exact. ben là, c'est du déjà vu, fait que c'est... Ton cerveau s'attend à quelque chose, fait que tout ce qui est jeu de mots, situation absurde ou slapstick, parce que c'est ridicule que ça vire de même, c'est les attentes versus la réalité, entre guillemets, qui fait que tu vas rire. À ça s'ajoute aussi la théorie de la violation bénigne. L'humour viendrait de deux choses venant ensemble. Premièrement, qu'il y ait une violation d'une norme sociale, d'une attente ou d'une règle. La règle, elle pourrait être linguistique, sociale, physique. Ouais. Mais c'est surtout la deuxième partie qui est importante, c'est que ça ne soit pas déplacé, menaçant ou dangereux du point de vue de la personne. Ainsi, c'est là qu'on va retrouver l'aspect de tension, parce que notre cerveau sait que c'est pas correct d'enfreindre une règle, même si une règle de français, ça enfreint une règle que ton cerveau s'attend. Puis c'est là que la nuance est de une grosse violation versus une petite, parce que si c'est juste une insulte gratuite qui va être envoyée, ben c'est pas drôle. Non, effectivement, en soi. Mais s'il y a une insulte qui vient avec un contexte ou un setup qui est plus rigolo, des fois ça surprend, ça peut être bien. Puis c'est cette théorie-là qui expliquerait aussi pourquoi l'humour noir fonctionne. Parce que ça joue sur des violations qui sont sérieuses, mais qui vont être rendues bénignes, soit parce qu'on va mettre une distance avec l'absurde. Ils franchissent pas la ligne. C'est ça, tu te dis, ben cette personne-là réfléchit pas réellement comme ça, c'est pas sa vraie pensée, versus une joke d'humour noir. C'est plus pour provoquer. Par une personne d'extrême droite, elle va pas passer. Parce que tu le sais qu'elle pense un peu ça. Puis de l'autre bord aussi, ben ça demande une certaine distance. Fait que si t'es trop proche du sujet, ben ça se peut que tu trouves ça moins drôle. Fait que tout est une question de valeur, d'expérience de vie, de vision des choses. Ce qui fait que l'humour reste quelque chose de très subjectif, malgré le côté évolutif très clair, très précis pour tout le monde, initial, de dire, ben il y a un danger, finalement non. On a évolué, puis on a tous des... Mais je pense, comme tu as dit, il y a cette espèce de proximité aussi psycho-affective qui joue beaucoup. Puis moi, je l'ai étudié dans le cadre de mon mémoire, là. Chez des journalistes qui ont couvert des drames à une échelle locale. Puis la plupart du temps, les événements qui les ont le plus marqués, c'était vraiment des événements dans lesquels ils pouvaient se projeter parce que, mettons, c'est un accident d'auto avec une petite famille de 2 enfants, puis tout ça. Puis le journaliste en question, ben, il est comme... Tu sais, c'est parce que j'ai une femme, j'ai 2 enfants, j'ai à peu près l'âge de la personne, des trucs comme ça. C'est ça, c'est les deux côtés de la même pièce. Il y a le côté rire, t'es capable d'en rire, ou t'es capable d'être affecté davantage par une situation. Exactement. Donc, ça, comme je dis, il y a d'autres théories, telles que la théorie de la disposition aussi, qui se rapproche un peu, parlant justement du fait que nos émotions et nos jugements moraux vont influencer sur notre réaction face à l'humour. Selon cette théorie-là, on va rire davantage lorsque quelque chose de négatif arrive à une personne qu'on perçoit comme méritant cette situation-là. Oui. Elon Musk qui vit des malheurs, c'est triste pour lui, mais ça me rend vraiment de bonne humeur, par exemple. Puis on peut aussi d'ailleurs, en passant, remercier les Allemands et leur langue pour avoir inventé le meilleur mot ever, qui est le Schadenfreude, qui signifie le plaisir du malheur des autres. C'est vraiment mon mot préféré. Ils ont un mot pour ça. Puis ça m'inquiète que ce soit ton mot préféré. Non, mais je trouve ça incroyable que les Allemands aient un mot pour ça. T'es censé être une personne empathique, William. Je pourrais continuer longtemps sur ces différentes théories-là parce que c'est un sujet sur lequel on peut lire pendant des heures et des heures. Puis je vous encourage à le faire, pour vrai, après cet épisode-ci. Puis ça a piqué votre curiosité parce que j'aurais pu continuer sur 1000 autres théories. Mais vraiment, je voulais me concentrer sur le côté évolutif et un peu certaines théories de pourquoi on trouve certaines choses drôles. Mais laisse-moi terminer avec un truc très, très rapide. Ouais, parce que là, à un moment donné, ça va être à mon tour de parler. Là. Ben c'est ça, faut quand même que je te laisse le micro éventuellement. C'est la question, est-ce que les humains, on est les seuls à rire? Ouais. Ben non, il y aurait d'autres animaux qui rient. Est-ce que les hyènes rient? Non. Je l'avais déjà écrit, j'étais comme, non, je ne parle pas des hyènes. Mais il y aurait tout de même des types de vocalisation semblables ou qu'on peut comparer chez 60 espèces animales. OK, quand même. On le remarque entre autres chez les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans lorsqu'ils jouent ou qu'ils se font chatouiller. Oui. Puis je pense que c'est les orang-outans qui vont rire, ou chimpanzés, je pense. Si tu leur fais un tour de magie, ils vont rire. Des fois, parce que c'est surprenant, en fait. Fait que c'est le même parti qui vient avec ça. Mais c'est quand même fou qu'ils comprennent... Tu sais que c'est un... Ben, ils comprennent pas que c'est un tour de magie, mais il y a quelque chose devant eux qui disparaît, ou comme ce soit. C'est sûr, c'est pas un tour ultra élaboré de Luc. Non, mais c'est pas exactement le même son que nous, mais c'est juste le même côté.
Fait que ça montrerait que le rire viendrait de l'évolution avant même qu'on soit humain. Fait que c'est pas juste les humains qui auraient avant développé les ça. Homo sapiens. Fait que ça serait au niveau primate, en fait, qu'on aurait développé ça potentiellement. Mais c'est pas juste les primates qui riraient, il y aurait aussi les rats. Oui, j'ai lu ça. Ouais, si tu chatouilles un rat, il va faire des petits sons, des ultrasons. C'est des ultrasons, c'est ça, on les entend pas, mais apparemment qu'ils ricanent, Ouais. Après, pour les 56 autres espèces animales, ceux que j'ai vus, c'était plus qu'on trouve des signes qui communiquent leur bonne humeur. OK. Fait que, comme un chien, ils vont faire des sons un peu spéciaux. Ça peut être la même chose, les dauphins. Il va sourire. mais est-ce que c'est classifié comme un rire ou non? Ouais. Je vous laisse faire la part des choses. Ça dépend décider. si t'es à LOL qui rira le dernier ou si... Oui, c'est ça. Ça dépend t'es où. Fait que tout dépend, mais on ne serait pas les seuls à rire. Et si vous voulez en apprendre plus sur le rire, vous pouvez aller lire sur la gélotologie. Apparemment, c'est ça le nom de l'étude du rire. Tu m'apprends quelques... Ben, je veux dire, tu m'as appris plein d'affaires, là. J'espère. Mais ça, j'en avais aucune idée. Voilà. Bon, mon tour maintenant? Oui, là, on peut être triste, là. On sera pas triste. Mais par contre, vous qui nous écoutez, vous le savez pas, mais toi, Will, je sais que tu l'as remarqué. Que des fois, t'es triste. Oui, que des fois, je suis triste. Non, mais parfois, quand on enregistre plus tard dans la journée, j'ai des tics aux yeux qui me donnent l'impression que je vais pleurer. Puis je sais que c'est à cause de la lumière. Clairement, nos auditeurs l'ont pas remarqué avec des extraits d'1 minute dans lesquels je mets nos meilleures réactions. Exactement, mais c'est pour ça que je le dis. Mais sachez que vous n'êtes pas tout seul si jamais la lumière vous affecte. On a d'ailleurs abordé cette question-là dans l'épisode 42 de pourquoi... c'est ça que j'allais dire. Ouais, pourquoi la lumière nous fait pleurer. Mais là, pour ce 50e épisode, j'ai décidé de revenir aux sources et de juste m'intéresser à pourquoi on pleure. C'est ça, on est dans des sujets très simples, mais super intéressants. Ouais, puis comme tu l'as dit, moi dans la vie, ben je suis une grande sensible. Se cogner un orteil sur le coin d'une table, les oignons, le froid, les pubs de Noël d'IGA, tout ça, ça peut facilement me faire verser une larme. Mais pourquoi? J'ai besoin de comprendre et j'imagine que je ne suis pas la seule. Déjà, peut-être que tu le sais, mais il existe plusieurs types de larmes. Justement, quand t'as froid, mais des types de larmes. Ouais, types de larmes. Ben, est-ce que sont chimiquement différentes ou c'est juste... Ben non, je le savais pas. OK. Ben déjà, on a les larmes basales. Là. C'est celles qui s'assurent que ta cornée reste lubrifiée et nourrie. Hein. Elle s'occupe de ta santé et de ton confort oculaire, grosso modo, en se répandant sur toute la surface de ton œil une fois que tu clignes des yeux. Là, tu me disais... Sais-tu qu'il y a différents types de larmes? Maintenant que tu dis ça, je suis comme absolument, c'est super logique. Là. Fait que, je le savais, mais je le savais plus. Ben, c'est ça. Puis il y en a deux autres types. Le deuxième, c'est les larmes réflexes qui apparaissent quand il y a un corps étranger comme une poussière, un agent irritant comme le vent, la fumée, ou si par exemple tu coupes des oignons. Non, pas une émotion. Qui entre en contact là, avec ton œil. Puis ben, elles servent principalement à nettoyer ton œil et à éliminer autant que possible le dit élément irritant. Et enfin, ben, on a les larmes émotionnelles ou psychiques qui, comme son nom l'indique, là, surviennent en raison d'une émotion. Les deux premiers types de larmes, elles jouent un rôle de protection, tandis que la troisième, elle a plutôt une fonction sociale et psychologique. Fait qu'un peu comme sociale le aussi? Ouais, parce que ben, ça permet de communiquer une douleur ou une détresse ou de faire savoir aux autres qu'on a besoin d'aide malgré les barrières linguistiques. C'est vrai parce que, outre ça, il n'y a pas une utilité, en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir une utilité. Comme le rire, initialement, tu dis pourquoi que tu fais un gros bruit, mais c'est pour avertir les autres, versus la même chose un peu avec les larmes. Un bébé, par exemple, c'est son moyen de communiquer. Absolument. C'est pour attirer l'attention, pour dire qu'il y a un inconfort, il y a une douleur. Puis le fait de l'entendre pleurer, ben, ça va instinctivement pousser les parents ou toute autre personne un minimum responsable et empathique à aller prendre soin du bébé. Fait intéressant, la neuroscientifique Naomi Eisenberg a démontré qu'une douleur, qu'elle soit physique ou psychologique, ça fait appel aux mêmes zones du cerveau. Ça veut dire que notre tête, elle fait pas la différence entre les différents maux, là, les différentes douleurs. Tu te fractures un os, t'es en peine d'amour, il y a pas de différence ici, t'as mal, tu pleures. Fait que c'est dans le fond, la réaction chimique dans ton cerveau, c'est la même, peu importe. Ouais. Nice. Mais avant d'aller plus loin, j'ai envie qu'on s'intéresse un peu à la composition des larmes. Parce que, ben, il n'y a pas que de l'eau et du sodium là-dedans. Il y a aussi du potassium, du calcium, du glucose, des protéines, des lipides et des hormones comme la prolactine et le cortisol. Yo, c'est full nutritif. Exactement.
La prolactine, là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est entre autres responsable de la montée de lait chez les femmes qui allaitent. Donc, rajoutez à ça le fait que l'estrogène favorise également la production des glandes lacrymales. Pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre que physiologiquement parlant, Les femmes broient plus. Les femmes pleurent davantage que les hommes, voire 4 à 5 fois plus selon la Société allemande d'ophtalmologie. Le liquide lacrymal, il contient donc tous ces éléments-là que j'ai mentionnés, puis il se divise en 3 couches. La première, c'est la couche extérieure lipidique, donc par le nom, vous comprenez qu'elle est essentiellement composée de lipides. C'est ça. Puis elle a fait en sorte de limiter l'évaporation des larmes, donc pour que ton œil reste hydraté. Ah, ben oui. Ensuite, on a la couche intermédiaire aqueuse qui est composée de différents nutriments pour justement venir nourrir l'œil et le maintenir hydraté encore une fois. Et enfin, il y a la couche extérieure mucinique. Donc, on l'appelle comme ça parce que c'est une couche mince essentiellement composée de protéines, ce qui lui donne un aspect un peu visqueux qui rappelle celui du mucus. Donc, ça, j'allais dire. Ouais. Désolée si vous êtes en train de manger. Cette couche-là... Les crottes de yeux? Non, mais... Non, mais tu sais, on parle de la petite crotte d'œil. Ah non, ça, je sais pas. Ben, peut-être que c'est un résidu. pas. J'ai pas fait la recherche en toute franchise. J'y ai pas pensé. Puis cette couche-là, donc mucinique, c'est un peu la gestionnaire des opérations des couches parce que son rôle, c'est de s'assurer que le liquide lacrymal il est réparti de manière uniforme et lisse sur tout l'œil pour justement permettre le passage de la lumière. C'est pour ça aussi que quand on pleure, on a beaucoup de larmes, donc on a la vision un peu embrouillée. Puis aussi de s'assurer que le liquide, ben, il reste attaché à l'œil pour encore une fois le maintenir hydraté. Ça, c'est pour la composition, mais en fait, comme je le disais, ça change selon le type de larmes. Les larmes émotionnelles, elles seraient potentiellement moins salées que les 2 autres types, tout simplement parce qu'elles sont créées plus rapidement. Donc, le sodium a comme pas le temps de se rendre. Pas le temps de le ramasser en passant. Là. C'est ça. Puis elle contiendrait aussi plus de cortisol, ce qui explique pourquoi pleurer un bon coup peut être libérateur, hein, le cortisol qui est l'hormone du stress. Mais est-ce que ça soulage vraiment? La vérité, là, c'est que la communauté scientifique, elle s'entend pas tout à fait sur la question. Okay. D'abord, il faut comprendre le fonctionnement. Quand il y a une situation qui est susceptible de nous faire pleurer, qui survient, que ce soit parce qu'on ressent de la tristesse, de la colère, de la peur, de la joie ou autre, notre corps, il va sécréter des endorphines, comme tu disais tantôt. Les endorphines, c'est des neuropeptides, c'est-à-dire des hormones qui sont sécrétées par des neurones et qui vont jouer un rôle de neurotransmetteur dans le système endocrinien. Autrement dit, là, quand tu as une émotion qui monte, qui va faire en sorte que tu pleures, il y a une connexion qui va se produire entre la partie du cerveau qui est responsable de la gestion des émotions et les glandes lacrymales et qui va faire déclencher là, les larmes. Okay. Puis les larmes, elles se promènent aussi dans des petits conduits qui sont reliés là, au niveau de la cavité nasale. Puis c'est pour ça, justement, qu'on a souvent besoin de se moucher quand on pleure beaucoup. Ah, ben oui, c'est logique. Puis si on a mal à la tête après avoir pleuré, ben c'est aussi parce que soit on est déshydraté parce qu'on a perdu beaucoup d'eau à travers nos larmes, mais aussi parce qu'on a tendance à contracter nos muscles, donc on crée une tension, puis ça crée un mal de tête. C'est pour ça que c'est important de rire après. Exactement. Mais là, tu m'as fait penser à quelque chose qui n'a pas rapport, puis je veux juste faire une parenthèse sur le fait que je ne l'ai pas dit dans mon texte, mais que je trouvais super fascinant, parce que là, tu parlais du fait qu'il n'y a pas nécessairement un bienfait, mais c'était vraiment plus... Ben, c'est la personne qui pleure, mais ça a été prouvé aussi scientifiquement que dans une conversation, la personne qui va le plus rire, c'est la personne qui est en train de parler. Ah! Puis là, j'ai comme senti, en plus, sur un truc, j'ai réussi, mais c'est parce que tu veux communiquer l'élément de ben oui, danger, c'est parfaitement logique. Fait que tu sais, comme, oui, bon, t'écoutes une comédie, le comédien ne va pas rire. Ah ben, ça dépend, là, il y en a que oui, là. Mais c'est pour ça que souvent, il y a des fous rires, justement, ben, dans une comédie où quelqu'un, tu vois, les outtakes, tout le temps, la personne est en train de parler, qui a de la misère à dire sa ligne, parce que c'est elle qui trouve ça ridicule. Mais moi, ça ridicule. m'arrive tout le temps, là, genre, je veux expliquer quelque chose de drôle, puis je commence à rire, puis ça me prend tout le temps comme 2-3 minutes, reprendre ma respiration, justement. Est-ce que le rire plus fort, après, sur la deuxième personne, potentiellement, mais tu vas toujours avoir un petit rictus, un petit rire de fond qui va traîner. Fait qu'en tout cas, voilà. Bon, ben, fin de la parenthèse. De retour à nos larmes. Désolé. Non, c'est bien correct. Tout ça pour dire qu'on pleure pas toujours quand on ressent une émotion, hein, mais quand on pleure, ben, c'est qu'on vit littéralement un trop-plein d'émotions. Fait que les larmes, c'est en fait le résultat d'un débordement. C'est que notre corps produit trop de liquide lacrymal. Il est plus capable de gérer, là. Fait que c'est ça, nos yeux peuvent plus les contenir parce qu'il y en a trop. Pour donner une idée de grandeur, là, on verserait jusqu'à 2 tasses à café en larmes quand on pleure. Fait que... Quand même, hein, c'est une bonne broyade, là. Exactement. C'est pas, pas tout à fait Cry Me a River, là, mais... Cry Me a Café. Cry Me to Coffee.
En pleurant, on libère des toxines, notamment le cortisol, qui est, encore une fois, l'hormone du stress. Les endorphines, qui sont, quant à elles, l'hormone du bonheur, elles seraient très proches de la morphine en termes de composition chimique. Donc, elles ont une fonction analgésique, ce qui nous porte à croire, justement, que de pleurer un bon coup, ça atténuerait notre douleur ou notre peine en permettant un rééquilibrage émotionnel, là, pour reprendre les mots du biochimiste William Frey de l'Université de Minnesota. Fait que, dans le fond, c'est la partie morphine qui ferait qu'il y a le côté bénéfique de pleurer. Oui, puis c'est pour ça aussi, même quand tu as une douleur physique, là, que tu te casses un os, pis ça, il y a des études qui... Ah ouais, vas-y, braille, le retiens pas, là. Ouais, exactement, là, qui disent que brailler peut aider à... Tu sais, ça va pas endormir la douleur, là, si t'as la jambe ouverte. Si ça diminue de 5%, c'est déjà 5% de moins. Exactement. Par contre, en 2008, il y a des chercheurs américains qui se sont penchés sur la question en étudiant un échantillon de 5000 personnes dispersées à travers 35 pays. Fait que c'est quand même un bon échantillon. Puis ils se sont rendus compte que de pleurer ne soulage pas nécessairement. Du moins, pas lorsqu'on n'a pas de contrôle sur la situation, comme le décès d'un proche, par exemple. Ce serait plutôt ce qui suit qui nous apaiserait. T'sais, si tu vois quelqu'un pleurer, un de tes premiers réflexes va sûrement être d'aller aider cette personne, puis de lui offrir ton soutien, de la prendre dans tes bras. C'est généralement ce qu'on fait avec les personnes qui sont proches de nous, là, évidemment. Puis là, ça va faire sécréter d'autres choses. C'est ça, c'est que les larmes, elles seraient un déclencheur d'empathie, puis c'est la perception de ce soutien-là qui ferait en sorte qu'on se sent mieux. Encore la question de communauté, là. Ouais, qu'on a vraiment un soutien émotionnel de nos pairs. Fait que qu'est-ce qui donne ce sentiment de soulagement-là? C'est un peu le fou la poule. Est-ce que c'est vraiment le fait de pleurer ou c'est le soutien qui vient par la suite? On sait pas vraiment. Le test, sinon, c'est de dire, bon, là, toi, tu vas pleurer, mais reste tout seul dans ton coin. Puis on va étudier. Puis l'autre, on va le faire pleurer, mais on va aller le consoler. C'est super chiant comme étude, là. Mais une chose est sûre, retenir ses larmes, c'est pas une bonne idée. En plus d'être la meilleure façon de laisser ses émotions ressortir plus violemment parce que vous allez finir par exploser, s'empêcher de pleurer, ça revient à se priver d'un antidouleur naturel, efficace et gratuit, sans effet secondaire et sans possibilité de développer une dépendance. C'est la meilleure des drogues, là. Dépendre de pleurer, quand même. C'est sûr qu'il y en a pareil qui l'ont, mais... C'est sûr. Mais pour moi, là, de s'empêcher de pleurer, c'est un peu comme marcher sur un Lego pour le plaisir. Ça n'a juste pas de bon sens. Fait que pleurez, mes amis. Pleurez parce que votre corps vous en offre la possibilité. Pleurez parce que vous avez épluché un oignon. Pleurez parce que c'est le seul remède à une journée stressante. Pleurez parce que votre série préférée n'est plus disponible sur les sites de streaming. Pleurez parce que vous voulez faire comprendre à vos proches que ça va pas sans leur dire explicitement. Pleurez parce que vous avez pensé à une répartie géniale 3 heures trop tard sous la douche. Pleurez parce que ça fait du bien. Pleurez parce que vous êtes humain et que nous sommes la seule espèce sur cette planète à pouvoir le faire. C'est vrai? Oui, on s'est posé la question en créant cet épisode-là. Est-ce que les animaux, ça pleure? Non. Ils ont des larmes basales et des larmes réflexes, là, donc les larmes de protection dont je t'ai parlé au début, parce que eux aussi, là, ils ont besoin d'une cornée bien lubrifiée. Par contre, ils produisent pas de larmes émotionnelles. Puis là, attention, je suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas d'émotions. C'est des êtres dotés d'une sensibilité. Mais si un animal, il a peur, il a mal, qui ressent que son maître a de la peine, il va l'exprimer autrement que par des pleurs. Il va plutôt pousser des cris comme des aboiements dans le cas d'un chien ou encore des sons qui vont ressembler à des gémissements. Ouais, plus des plaintes, là, ouais. Exactement, des lamentations. Il y a eu des moments où on a eu des doutes, comme une vidéo d'un éléphanteau qui apparemment pleurait la mort de sa maman. Mais ça pourrait être des larmes réflexes, par exemple, pour faire réagir sa mère, un peu, encore une fois, comme les bébés qui pleurent pour envoyer un message. Ouais, c'est quand même pleurer un peu au même niveau que nous. Mais... Ouais, mais est-ce que c'est vraiment parce qu'il se rend compte que sa mère n'est plus en vie? C'est vraiment difficile à dire. Puis tu comprends que la seule façon de le vérifier, c'est de lui demander. Ouais, non, c'est pas de lui demander, c'est de faire des tests pour voir si ce comportement-là, il se reproduit dans d'autres circonstances. Ouais. Ce qui revient littéralement à de la torture, là. C'est comme notre test de tantôt, là. Tu tires des mères d'éléphants, puis tu checks, tu dis comme, là... Mais là, si les animaux pleurent pas, pourquoi on parle de larmes de crocodile? J'ai fait une capsule, extrait TikTok, tu t'en souviens pas? En toute franchise. Mais on en a fait beaucoup, hein. Oui. Fait que... je m'excuse. Je pourrais pas te dire que je m'en souviens à 100%, mais
Vas-y, explique-le pour nos auditeurs qui n'auraient pas vu la capsule puis qui Bon. veulent pas scroller non plus, là. Fait que, let's go. Ben, est-ce que tu te souviens si un crocodile, c'est capable justement de faire preuve d'hypocrisie en simulant un chagrin ou... Non, c'est pas... Ils font pas volontairement pleurer pour Mhm. Ok. avoir l'air d'être triste. Parfait, c'est bon, t'es sur la bonne voie. On parle pas ici de n'importe quelle espèce là, dans cette expression-là. Il s'agirait du crocodile du Nil qui mesure jusqu'à 6 mètres et peut peser 1 tonne. Là. Donc, c'est pas mal un des plus grands reptiles de la planète. Il y a une fable de l'Égypte antique qui raconte que le crocodile du Nil avait développé toute une stratégie. Il faisait semblant de gémir de peine pour attirer ses proies qui s'était laissé émouvoir et finissait par tomber dans son piège, en fait. Mais c'est pas tout. Les crocodiles, ils produisent des larmes basales et réflexes, comme les autres animaux. Donc, quand ils ont la tête hors de l'eau pendant longtemps, ben ils peuvent, entre guillemets, pleurer parce qu'ils ont les yeux secs. Donc, c'est une façon de lubrifier leurs yeux. Un peu comme on parlait tantôt, là. Exactement. Puis là où l'hypocrisie entrerait aussi en jeu, et ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il y a des chercheurs qui ont découvert que la forme des mâchoires des crocodiles ferait en sorte que la mastication, elle exerce une pression sur les glandes lacrymales, qui sont en quelque sorte sur le même circuit que les glandes salivaires. Fait que ça ferait en sorte qu'il y aurait un débordement de leurs larmes naturelles, là, si on veut. Fait que c'est purement physiologique, là, si des crocodiles pleurent en mangeant, là, c'est pas parce qu'ils sont satisfaits d'avoir capturé leur proie. Ou qu'à l'inverse, ils font semblant d'être tristes de le manger, en disant comme « Ah, je suis très triste d'avoir tué cet animal ». C'est vraiment juste un réflexe, là, comme peut-être c'était le cas aussi pour l'éléphant au final. Complètement. Finalement, mais j'ai envie de te laisser sur quelques faits sur lesquels je suis tombée à travers mes recherches en rafale. Nos glandes lacrymales produiraient entre 55 et 110 litres de larmes par an. C'est quand même beaucoup. OK, fait que c'est pas mal plus que 2 tasses, là. Ben, il y en a qui pleurent plus souvent que d'autres, hein? C'est une moyenne. Dans la culture maori néo-zélandaise, quand deux personnes se sont pas vues depuis longtemps, elles s'assoient ensemble et pleurent. OK. C'est une façon pour elles de célébrer leur retrouvaille, mais aussi de rendre hommage aux personnes qu'elles ont perdues durant justement cette séparation. Donc, les personnes qui sont décédées, par exemple, et qu'elles ne reverront pas. On a tendance aussi à produire moins de larmes basales en vieillissant. On estime que ça baisse de 40% à partir de 65 ans et de 70% à partir de 80 ans. C'est pour ça que les petites gouttes pour les yeux, ça devient important. Là. Exactement. La ménopause et l'andropause pourraient avoir un lien étant donné que nos hormones jouent un rôle considérable dans l'activité des glandes lacrymales. Hein. Donc, c'est pas de la faute de Carl Fredrickson, le vieux dans là-haut, s'il est grognon. Il est juste en andropause et il souffre de sécheresse oculaire. Ben, il a aussi vécu un drame au début du film. Oui. C'est très triste comme film. Oui. Ben, parlant de là-haut, justement, c'est normal de pleurer devant un film. Selon Paul Gizak, un chercheur qui a publié une étude dans Psychology Today, lorsqu'il y a une scène émouvante à l'écran, notre taux d'ocytocine augmente dans le sang, ce qu'il va traduire, lui, comme étant le signe biologique de l'empathie. Bref, ça veut juste dire que vous n'êtes pas psychopathe là, si vous pleurez devant des films ou des téléséries. Merci, ça m'a sauvé de pleurer devant le prochain Pixar. J'ai lu dans le magazine Psychologie qu'apparemment, on pleure davantage entre 19h et 22h. On est plus fatigué. Ben c'est ça, je sais pas si c'est parce qu'on est plus fatigué, parce qu'habituellement, à cette heure-là, on est chez nous dans un safe space et pas, mettons, au travail, dans un endroit où on va pas être vulnérable. Mais si c'est vrai, je comprends vraiment mieux pourquoi tous les téléromans dramatiques occupent cette plage horaire-là. Charlotte à Stat, Unité 9, District 31, Encore Indéfendable, tout ça. Éventuellement, Will, toi et moi, on va peut-être devenir parents. Spoiler. Je sais pas. Bref, dans le cas éventuel où on deviendrait parents, on n'a peut-être... pas d'annonce, là. non, je suis pas enceinte, là, la gang. Là, calmez-vous. On va continuer le podcast. Encore un bout. Spoiler! Bref, reprenons. Je t'avoue qu'il y a une chose qui me stresse un petit peu, comme beaucoup de gens, j'imagine, c'est de ne pas être capable de décoder les raisons pourquoi mon enfant pleure. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il a faim? Est-ce que c'est parce qu'il y a des coliques, etc.? Bref. Eh bien, Paula Albert, une pédiatre de New York, a révélé que lors d'un congrès, il y a une série d'enregistrements de pleurs d'enfants qui ont été soumis à des pédiatres, puis aucun d'entre eux était capable d'identifier si le pleur du bébé, justement, c'était parce qu'il avait faim, parce qu'il faisait des coliques, parce qu'il avait besoin d'être changé ou toute autre raison. Fait que si vous êtes des nouveaux parents... Ça devrait être dans les Ig Nobel, là. C'est ça. Si vous êtes des nouveaux parents, rassurez-vous, il y a personne qui comprend réellement ce que bébé veut. Personne comprend fuck all nulle part. Vous êtes pas tout seul. Et c'est là-dessus, sur ce petit moment cocasse, ce petit rire, justement, que j'ai envie de vous laisser.
Ben, j'espère que les gens ont eu du plaisir hein, à nous écouter, Ben oui. rigoler et parler de tristesse. Donc, des sujets, comme on a dit, basiques, comme les larmes, Mhm. mais qui, de base, c'est une... Ouais. exactement. Je suivis un peu. Un petit peu. Un petit peu. Fait que j'espère que vous avez eu du plaisir parce que nous, oui. Puis, ben, si vous voulez avoir encore plus de plaisir, ben, vous pouvez vous abonner, nous suivre sur la plateforme d'écoute de votre choix, que ce soit Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Mhm. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux parce Ben oui. qu'on met des extraits, on vous avertit que l'épisode vient de sortir et on fait même aussi des capsules supplémentaires Ouais. chaque semaine. Donc suivez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok, Threads, YouTube, name it. On est là, puis Ouais. on vous attend pour le prochain épisode aussi dans 2 semaines. Bye!